Bienvenue dans le débat de Télécongo, mesdames, messieurs, bonsoir. Ce soir, nous allons avoir un regard croisé autour du discours inaugural du président de la République, Denis Sassou Nguesso, prononcé lors de sa prestation de serment le 16 avril dernier. Pour en parler, nous recevons à notre droite le professeur Didier Ngalibaye. Il est enseignant-chercheur de philosophie à l'université Marien Ngouabi. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Alors, tout juste à ses côtés, le docteur Olga Akilangongo est maître assistant à l'université Marien Ngouabi, enseignant-chercheur en économie à la faculté des sciences économiques. Bonsoir, docteur Akilangongo. Bonsoir, madame Itoua. Soyez la bienvenue au débat. Je vous en prie. À notre gauche, nous avons le docteur Wildan Legrand Obunga, enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi. Bonsoir, docteur Obunga. Bonsoir, madame Itoua, et merci pour l'invitation. Et merci d'être venu participer à ce débat. Nous avons donc également monsieur Jess Nguye. Il est spécialiste en management de projets, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle à la Fondation Perspectives d'Avenir. Bonsoir, monsieur Nguye. Bonsoir, madame Itoua. Vous êtes un habitué du débat. Merci d'être venu au débat, tout comme le professeur Ngalibaye aussi, c'est un habitué de l'émission Le Débat. Mais avant tout, revenons sur les temps forts de ce message du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui précise les grandes orientations de son action durant le mandat en cours. Un reportage de Jean-Christophe Osango. Réélu à 88,40% à l'élection présidentielle du 21 mars 2021, le chef de l'État s'est adressé à ses compatriotes le cœur à la main. C'est le peuple congolais, le seul victorieux de l'élection présidentielle, a-t-il dit. Denis Sassou Nguesso connaît les attentes du peuple congolais. Le plébiscite qu'on célèbre aujourd'hui s'appelle paix, l'unité, le sens civique, la justice impartiale, le socle du vivre ensemble congolais. Ce plébiscite s'appelle aussi lutte contre les antivaleurs, la violence sous toutes ses formes. Je veux un État protecteur, un État de droit, où la gouvernance publique opère dans la transparence et sous le contrôle des élus du peuple. Je veux un État protecteur qui restaure son autorité et qui réforme son administration. Il existe un défaut récurrent au sein de notre administration auquel vous entendez mettre un terme, Monsieur le Président. C'est bien celui-ci. On légifère, mais les décrets d'application tardent le plus souvent à venir. Et quand ils existent, c'est la volonté de les mettre en œuvre qui est la plupart du temps aux abonnés absents. Quel est l'obstacle? Ce ne sont pas les outils qui manquent, c'est le courage de s'en servir. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés. Eh bien, ce courage, soyez-en persuadés, ne nous manquera pas. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs. Nous l'aurons, je m'y engage, pour lutter contre les antivaleurs dans les administrations et les organismes publics. Denis Sassou Nguesso a évoqué l'agriculture. L'invite dans ce secteur est récurrente, mais les choses sont restées au stade simplement déclaratoire. Nous avons trop attendu. Je veux que mon nouveau mandat ait pour priorité cette révolution agricole que le pays attend. La confiance que vous venez de nous m'accorder montre que vous adhérez à ce message. Cette ambition d'indépendance alimentaire sera créatrice d'emplois pour les jeunes qui participeront activement, non pas à l'agriculture de nos ancêtres,
mais à une agriculture modernisée et mécanisée. Notre terre est fertile et nous pouvons être ambitieux. Nous n'avons pas le droit de subir l'importation d'aliments impropres à la consommation, a conclu le chef de l'État Denis Sassou Nguesso sur ce secteur. Avant d'interagir sur ce plateau avec nos invités, nous vous proposons ces réactions donc, au message du président de la République recueilli à la cité par Merveille Issombo. Moi, Denis Sassou Nguesso, président de la République, je jure solennellement de respecter et de faire respecter la Constitution et de défendre la nation et la forme républicaine de l'État, de remplir royalement les hautes fonctions que la nation et le peuple m'ont, de garantir la paix et la justice à tous. C'est le 16 avril dernier que le président réélu a scellé un nouveau pacte avec le peuple congolais. Dans son discours inaugural, Denis Sassou Nguesso a peint le tableau peu reluisant de la situation économique du pays, marqué par la chute du prix des matières premières, notamment des cours du baril de pétrole. Une crise économique amplifiée par la crise sanitaire mettant à genoux plusieurs secteurs. Les Congolais qui ont suivi religieusement le message du chef de l'État jouent la carte de l'optimisme quant à la sortie de la crise économique. Suivant le discours du président de la République, s'il y a un suivi, si il essaie d'appliquer à la lettre ce qu'il a prononcé comme discours, ça ira. Pour s'en sortir, ce n'est pas impossible. C'est le sérieux qu'on veut, c'est simple. Espérons que ça va passer. Ce que nous on sait, c'est ça. Au lieu que les gens traînent, tu vois, maintenant la crise a fait descendre toutes les choses. Donc il y a eu même des entreprises, des sociétés qui se sont fermées, que vraiment la crise nous libère et que les gens recommence, c'est-à-dire les activités. Pour ça, on est là, on est sûr, bon, mais ça ira. Certains citoyens estiment que la prise de conscience à tous les niveaux demeure la planche de salut pour une issue favorable à ce marasme économique. Il y a une prise de conscience au niveau d'abord des autorités et au niveau de la population. Parce qu'aujourd'hui, le sous-développement que nous avons, bien la crise économique, c'est un problème mental, ce n'est pas un problème économique. Donc il faudrait que les gens puissent prendre conscience par rapport à ce problème de sous-développement. On peut parler, c'est vrai, le discours il est politique, mais il faut regarder sur le terrain qu'est-ce que les gens peuvent faire. Si les décideurs peuvent se donner corps et âme et on peut s'en sortir, bon, même si c'est la politique qui gouverne l'économie, ça sera difficile. Il faut donner place à l'économie. Il ne faut pas politiser les structures économiques. C'est ça ce qui fait qu'au niveau du Congo, il y a toujours des problèmes. Parce qu'on veut politiser tout. Donc lorsque on met la politique au-dessus de l'économie, mais ça sera difficile de s'en sortir. Mais il faut laisser l'économie se développer, et puis puisqu'il y a des mécanismes. Mais si ces mécanismes de fonctionnement de l'économie sont entravés par la politique, ça sera difficile de s'en sortir. L'économie congolaise durement fragilisée mérite un coup d'accélérateur pour sa diversification afin de favoriser la création d'emplois. Voilà, vous avez suivi ces réactions donc, des Congolais. Denis Sassou Nguesso veut d'un État protecteur, je le cite, un État de droit où la gouvernance publique opère dans la transparence sous le contrôle des élus du peuple. Professeur Ngalibay. Merci bien, Madame Itoa. Effectivement, le chef de l'État a parlé. Il y a eu une élection. C'est le premier discours, le discours inaugural qui lance le mandat. Je retiens ces trois éléments. Un État juste, oui. La lutte contre les antivaleurs et le reste, les attentes des populations. On a suivi les gens parler. Je pense que c'est faisable, effectivement, puisqu'on a la chance d'avoir un chef d'État qui a l'expérience. Mais en même temps, lorsqu'on suit les citoyens là-bas parler, ça montre toutes les hésitations dans la parole.
Ça veut dire qu'au fond, le vrai problème que le président doit affronter maintenant, c'est la crise de confiance qui existe entre les autorités à tous les niveaux et les citoyens. À tous les niveaux, il n'y a pas du tout confiance individuellement. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, c'est que les citoyens, la parole publique est en crise. Le président parle, on l'a déjà écouté avant. On se dit, en telle année, il a dit les mêmes choses, en telle autre année, il a dit, est-ce que cette fois-ci, il va faire? En attendant de voir, bon, on dit, voyons voir. La notion d'état juste, pour avoir un état juste, il faut se poser la question, pourquoi jusque-là, puisque les acteurs sont les mêmes, les normes de fonctionnement sont plus ou moins les mêmes, pourquoi les résultats ne sont pas ceux qui sont promis à travers les discours? Il faut donc réussir à faire un état des lieux, à faire un diagnostic, évaluer les raisons pour lesquelles, avec les mêmes normes, avec les mêmes acteurs, on ne réussit pas à avoir les résultats escomptés. C'est quand on aura compris ça. Je vois très rapidement que sous le chef de l'État, il y a quand même un Premier ministre, il y a le membre du gouvernement. Quand vous pouvez avoir un ministre qui fait 25 ans au pouvoir, alors il n'est plus au service de l'État, mais il met sectoriellement l'État à son service. À ce moment-là, quand les normes comme les décrets sont pris, pour l'appliquer, au lieu d'appliquer les normes, il applique sa propre volonté. À ce moment, on se retrouve avec un État à deux vitesses. Il y a d'une part ce que le chef de l'État a annoncé solennellement, et d'autre part, il y a la pratique du ministre, ce que les juristes appellent l'infradroit. C'est ça là qu'il faut attaquer. Et comme le discours est fait, on va voir comment les équipes de travail seront mises en place. Si ça annonce les couleurs avec des changements qui conviennent, les Congolais vont se dire, tiens, on dirait que, attendons toujours voir. Mais si le président revient sur les mêmes équipes qui sont la cause causante de la situation que l'on décrit, dès le début, la confiance va retomber, le sentiment d'enthousiasme qu'il y avait va retomber. Et je crois que le début du mandat risquera d'être agité par les manifestations sociales, les corporations. Parce que quand on voit que, on peut prendre n'importe quel secteur, on voit qu'il n'y a pas de perspective à ce moment-là, dès le début, avec les difficultés extérieures qui sont devant nous, ça risque d'être difficile. Donc il y a vraiment stratégiquement des raisons. C'est le président de la République qui a gagné les élections. Je dis c'est au nom du peuple, oui. C'est lui qui mène le mandat, c'est lui qui va en assumer seul le bilan. Il y a des raisons là vraiment qu'il prenne les choses en main. Sinon, on va assister au même laisser-aller et ça serait dommage. On va assister au même laisser-aller. Le président de la République ne va pas gouverner seul. Il a dit, en tout cas lors de son message, il va gouverner avec les hommes. Certains hommes sont gangrénés par des antivaleurs. Le président l'a dit. On légifère, je le cite toujours, mais les décrets d'application tardent à venir. Et quand ils existent, c'est la volonté de les mettre en œuvre qui est la plupart du temps aux abonnés absents, a dit le président. Et donc, ce ne sont pas les outils qui manquent, il a conclu par cela, mais le courage de s'en servir. Et il fera montre de ce courage. Il a dit, le président a promis de poursuivre la lutte contre les antivaleurs. Mais une seconde là, juste une seconde. Quand le président dit, ce n'est pas les outils qui manquent. Pourquoi vous dites cela? Mais bien sûr, puisque c'est le chef de l'État qui promulgue les lois. C'est le président quand même qui signe les décrets. C'est le président qui nomme les membres du gouvernement. Oui. S'il veut bien que les normes soient appliquées pour l'intérêt du peuple et que ce n'est pas fait, on agit. On agit. Est-ce que c'est votre réaction, docteur Akila Ngongo? En ce qui me concerne, il y a quand même quelque chose qu'il faut qu'on prenne en ligne de compte, c'est que c'est vrai qu'on a des techniciens qui sont là pour pouvoir exécuter le travail qui doit être fait. Mais en fait, aujourd'hui, quand j'écoutais les commentaires des différents Congolais qui parlaient par rapport au discours inaugural du chef de l'État, ce qui ressort, c'est justement cette question d'antivaleur, de corruption qui gangrène en fait notre système. Et là, on rejoint effectivement le premier pôle qu'avait énoncé le président dans son discours, à savoir la gouvernance institutionnelle. Et ça, c'est très important. Parce qu'en fait, la situation du Congo, ce n'est pas tant les institutions qui ne sont pas en forme, ce n'est pas tant les lois qui ne sont pas là, etc. C'est qu'il y a un problème des comportements des individus. Il y a un problème d'attitude. Il y a un problème de savoir-être. On n'a plus le respect des valeurs, on n'a plus de moralité. Et c'est ça qui fait que le pays ne peut pas aller. Puisque si vous voulez que tous les aspects d'un pays évoluent, il faut qu'il y ait une sorte de restauration de l'autorité de l'État. Et le président l'a même dit d'ailleurs. Comment on peut restaurer l'État? Le professeur Dizingaleba l'a dit tout à l'heure, il faut qu'il y ait une confiance entre
la population et ceux qui sont censés gérer la chose publique. Quand la confiance est rompue, mais ça mène à ce qu'il y ait des travers, que les gens fassent un peu tout et n'importe quoi. Et donc, il est important effectivement qu'il y ait une restauration, non seulement de l'autorité de l'État, mais aussi une restauration en fait tout simplement du Congolais dans sa fierté à être Congolais. Et ça, c'est très important. Et ça, effectivement, le discours, quand on l'écoute, effectivement, il est engagé. Il y a plusieurs fois, le président a dit, moi, je m'engage, j'ai le courage, effectivement. Mais il faut qu'effectivement, ce soit marqué par cette volonté des Congolais, justement, qui l'ont emmené là à plus de 88%. Ça veut dire que les Congolais ont confiance en leur chef d'État. Maintenant, il faut que la mise en œuvre puisse suivre. Il faut que la mise en œuvre puisse suivre. Juste à mes côtés, nous avons le docteur Obunga, le nouveau pacte social que propose Denis Sassou Nguesso donc à ses concitoyens est structuré en 3 pôles de gouvernance, à savoir la gouvernance institutionnelle et systémique, la gouvernance économique et financière attractive, la gouvernance sociale et solidaire. Oui, Madame Itoua... Pensez-vous que ces axes soient à la dimension des attentes du peuple congolais? Oui, il faut tout d'abord dire que ce discours a été prononcé au terme d'un processus, d'une compétition démocratique qui a permis au président de la République de solliciter le suffrage universel des Congolais. Donc, ce sont les Congolais qui ont renouvelé la confiance au président de la République pour conduire aux destinées du Congo les 5 prochaines années. Mais du discours du président de la République, on retient certes les axes, mais nous regardons plus en détail. Le président appelle à un État qui protège. Et pas que, il a également appelé à un État qui sanctionne. C'est tout le problème en notre pays. Oui. Puisque si vous avez suivi attentivement l'intervention du président de la République lors de l'investiture, il a dit, et cette fois-ci, il a le courage, si vous permettez, de prendre le taureau par les cornes. Mais la question, c'est de savoir pourquoi est-ce que, collectivement, nous avons l'impression qu'il n'y a pas assez de sanctions. Bon, le président a invité... Ce n'est qu'une impression. On peut dire l'impression, parce que la sanction n'est pas qu'à l'échelle présidentielle, bien entendu. Parce que... Elle n'est pas qu'à l'échelle présidentielle. À différents niveaux, nous sommes tous des fois responsables. Il nous revient donc dans le cadre des responsabilités qui nous sont confiées de veiller à ce que les missions dévolues soient effectivement accomplies. Le président a parlé de la transparence. Le président pose là, à mon avis, un problème fondamental, c'est celui de l'éthique en management public. Est-ce que nous, Congolais, sommes-nous conscients des missions que l'État nous confie des fois? Voilà, nous sommes tous patriotes. Mais à un moment donné, nous avons l'impression que nous nous comportons comme si nous étions étrangers à ce pays. Il nous faut mettre au cœur de l'action publique l'éthique. Puisque par l'éthique, nous pouvions bannir des comportements que nous décrions tous. Finalement, à vous entendre, je réalise que la réussite, disons, de ce projet de société du président de la République dépend en grande partie de nous. Parce que je semblais lire autre chose tout à l'heure lorsque le professeur Didier Ngalbaye a réagi à ce message. Lui, il a mis un accent, en tout cas, sur l'exécutif, je crois. Oui, madame, il y a certes l'exécutif qui doit donner l'impulsion. Mais l'impulsion seule ne suffit pas. Justement, raison pour laquelle je considère que c'est une entreprise collective. Voilà. Il y a la responsabilité gouvernementale, nos citoyens, cadres, ouvriers, chacun à son niveau, devrait s'impliquer pour l'avancement du pays. Puisque je considère que c'est facile, la critique. Mais par contre, que faisons-nous pour bouger les choses, pour faire avancer le Congo? C'est toute la problématique. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? Bon, il y a une sorte de pessimisme ambiant. Ça a été dit par le professeur Ngalbaye. Donc nous pensons que cette fois-ci aussi, il appartient à ceux qui auront des responsabilités de susciter cette espérance-là, de communiquer aux Congolais l'espoir de croire en l'avenir de ce pays. Alors, Monsieur Gess,
Vous êtes spécialiste des projets, on l'a dit, au niveau de la Fondation Perspective d'avenir, mais vous êtes également jeune. Et le président de la République a mis un accent particulier sur la jeunesse. Alors, le message du président de la République était très clair. Mais par contre, il y a un point qu'il faut souligner depuis plusieurs années. Ce pays n'a pas un système d'évaluation de ses ressources humaines. Donc nous ne connaissons pas nos forces et nos faiblesses en termes de ressources humaines. Un exemple tout court. Vous êtes étudiant congolais, vous bénéficiez d'une bourse d'études, vous partez étudier, vous rentrez au Congo. Ni l'État, ni personne ne maîtrise qu'est-ce que vous avez fait comme formation, qu'est-ce que vous faites actuellement, où vous êtes, vous travaillez, vous ne travaillez pas, c'est le problème de personne. Aujourd'hui, nous avons une très mauvaise utilisation de nos ressources, ce qui entraîne un problème. De nos jours, on ne fabrique pas le management. On a une classe d'administrateurs qui savent faire l'administration, de la gestion, mais qui ne connaissent pas les tenants et les aboutissants du management. On ne va pas continuer éternellement à improviser le management. Il y a ce confinement dans le management public qui consiste à gérer de façon très, chaotique les ressources humaines et ainsi que les conditions de travail. Aujourd'hui, il faut souligner, avec les nouvelles technologies, nous pouvons améliorer nos processus de travail pour optimiser la qualité des résultats que nous voulons apporter aux attentes des populations. Mais ces outils-là, jusqu'à présent, on a comme l'impression que ça n'a jamais été le problème de l'État. L'État ne cesse de parler, entre autres, le président l'a dit, du partenariat public-privé, mais comment ce partenariat va s'établir? Comment cela va fonctionner? Aujourd'hui, dans le secteur, par exemple, des ONG, tout le temps, on nous accuse de nous substituer à l'action de l'État. Mais ce n'est pas le cas. Nous complétons ce que l'État ne peut pas faire. Aucun État au monde n'est en mesure de tout faire. Mais jusqu'à présent, on a comme l'impression que nous sommes abandonnés à nous-mêmes, que ce soit les écoles qui forment, que ce soit les fondations, les associations qui peuvent aujourd'hui apporter une valeur ajoutée. Il n'y a aucun dispositif pour les accompagner. Nous sommes nous-mêmes en train de faire ce que nous pouvons faire. Mais si nous voulons arriver à avoir des ressources humaines capables d'animer de façon cohérente et apporter des résultats à notre administration publique, il nous faut de la ressource humaine qualifiée et professionnaliser nos méthodologies de travail. On ne doit pas continuer éternellement à travailler sans le professionnalisme, comme ça se fait aujourd'hui. Monsieur Gess, vous semblez attribuer aux décideurs un manque de management efficient. Mais je pense que le management également fait état aux gouvernés, à ceux-là qui doivent aussi prendre le train en marche. Je pense que seule la volonté des décideurs ne suffit pas, il faut un retour de l'ascenseur. Parce qu'on ne va pas évoluer avec des hommes et des femmes qui viendraient d'ailleurs. On va évoluer avec des hommes et des femmes qui sont des Congolais. Est-ce que vous pensez que nous, Congolais, aujourd'hui, nous pouvons effectivement saisir cette main tendue du président de la République qui est réélu pour justement faire avancer les choses à tous les niveaux? Bien sûr, la preuve en est, c'est la population congolaise qui a plébiscité le président avec cette victoire écrasante. Mais cela ne suffit pas. Déjà que la population veut montrer sa volonté de soutenir l'action présidentielle et l'action gouvernementale à travers ce vote. Mais il faut traduire cette volonté en actes sur le terrain. Mais sur le terrain, le problème reste toujours les gouvernants. Aujourd'hui, il ne suffit pas de faire comme nous voyons tous les jours, de venir dire à la télé le programme du président de la République, le programme du président de la République. Nous voulons des cadres logiques, des outils de gestion, les statistiques qui manquent. Je vous prends un exemple, madame, c'est quand même scandaleux dans ce pays. Est-ce que vous imaginez que chaque année, nous avons à peu près 70 000 jeunes, 80 000 jeunes qui passent le bac technique et le bac général, et que le taux de réussite au baccalauréat dépasse difficilement les 30%. Et nous avons chaque année plus de 50 000 jeunes qui se déversent dans la nature sans qu'on ne maîtrise. Est-ce qu'ils repartent à l'école? Est-ce qu'ils abandonnent? Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont les outils de gestion qui nous manquent, les outils de prise de décision qu'il faut commencer à tenir compte dans la manière de gouverner. On ne peut pas continuer à gouverner en mode aveugle comme nous le faisons. Docteur Obunga, vous voulez réagir rapidement? Oui, je voulais dire aussi que, madame, le président a parlé également dans son discours d'un État protecteur. Denis Sassou Nguesso veut également d'un État qui restaure l'autorité de l'État, parce que l'administration marche et fonctionne. Un État protecteur, c'est dire protéger contre quoi exactement? Protéger contre quoi? Parce qu'en tant que citoyens, nous avons à notre profit une gamme des droits qui nous sont consentis par la Constitution. C'est ce que nous appelons les droits et libertés fondamentaux. Ils sont généralement classés en 3 niveaux. Il y a donc les droits de la première génération, les droits politiques et civiques, les droits de la deuxième génération, les droits socio-économiques. C'est tout le problème dans notre pays.
puisque nous n'allons pas parler de ceux de la troisième génération, qu'on appelle les droits relatifs à l'environnement. Au niveau des droits socio-économiques, le problème aujourd'hui, c'est de garantir aux Congolais le mieux-être collectif. Il faut, à ce stade-là, que le gouvernement donne l'impression qu'il y a inclusion dans la distribution de produits bruts national. Donc, je pense que pendant ce quinquennat, le gouvernement devrait s'assurer que le Congolais, peu importe là où il se trouve, ait l'impression qu'il est effectivement protégé par l'État en lui assurant la santé, l'éducation, l'eau, l'électricité, les besoins fondamentaux de l'existence humaine. Internet aussi de nos jours. On nous parle aussi d'Internet. Mais quand même, au plan national, on sent cette volonté, effectivement, du gouvernement de pouvoir un peu répondre à ces attentes des populations. C'est vrai que les besoins sont colossaux encore, mais on sent cette volonté. Mais vous parlez de l'eau et de l'électricité. Mais écoutez, lorsqu'on procède à des branchements pirates, par nous aussi qui sommes exigeants, nous, populations, est-ce qu'en ce moment-là, on est en train vraiment de travailler dans le même sens que le gouvernement? Est-ce que c'est de nature justement à faire avancer? D'où la nécessité de l'État qui sanctionne. Oui. Et parce que vous pensez qu'il n'y a pas de sanctions dans ce pays? Mais collectivement, c'est ce que nous Ou bien vous voulez seulement de la sanction à un niveau non, du tout. Je l'ai dit ici, madame, que la sanction n'est pas qu'au niveau présidentiel. À tous les niveaux, il nous faut sanctionner. Moi, j'interpelle le citoyen, puisque c'est le gouvernement, oui, qui a les pleins pouvoirs, qui a les moyens de sa politique. Mais en tant que citoyen, nous devons participer à l'effort national. Modestement, bien entendu. Mais il nous faut être conscient de ce que, quand on a une pompe ici, un forage par là, c'est un investissement lourd qui a été consenti. Donc, il nous faut entretenir cela aussi pour nous, tout comme pour ceux qui viendront après nous. Docteur Akila Ngongo, le président de la République a mis un accent particulier sur l'agriculture. Parce que nous sommes dans un contexte de crise économique et de crise sanitaire. Comment faut-il faire pour relancer les choses? Et le président, justement, a évoqué l'agriculture mécanisée. Oui, comment pensez-vous, justement, relever ce défi qui semble être difficile à relever dans ce contexte que je viens de décrire? Ce n'est pas un défi qui en soit difficile à relever. Il s'agit juste, en fait, tout simplement de mettre en place des mécanismes, des projets, qui soient des projets non seulement incubateurs, mais qui permettent de pouvoir faire qu'il y ait des effets d'entraînement au niveau des autres secteurs de l'activité économique. Effectivement, l'agriculture, c'est l'agriculture qui a permis de développer le reste des autres pays qui sont développés aujourd'hui, parce que l'agriculture a servi en fait tout simplement d'intrant à l'industrie agroalimentaire, etc. Et donc a permis de développer les économies des autres pays. Mais aujourd'hui, chez nous, en fait, l'agriculture est restée à l'étape ancestrale, comme l'a dit lui-même le président de la République. Et cette étape ancestrale fait qu'on n'arrive pas, nous, à avoir des rendements qu'il faut pouvoir non seulement nourrir rien que les Congolais au départ. Et quels sont ces mécanismes, justement, il faut mettre en œuvre pour changer la donne? On revient, en fait, à cette question d'antivaleur. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du fonds agricole? Le fonds agricole a été mis en place pour permettre de favoriser à ce que les Congolais qui œuvrent effectivement de l'activité agricole puissent bénéficier des fonds. Il se trouve que ces fonds souvent sont détournés, ne sont pas orientés effectivement vers les personnes qui, eux, exercent cette activité. Ça pose des problèmes. Il y a aussi l'aspect qui est lié à l'accès au financement. Quand on est agriculteur, il est très difficile de pouvoir accéder au marché financier parce que tout simplement, les banquiers demandent des garanties et ils demandent à ce que l'agriculteur qui vient demander des prêts, le pauvre, il ne sait pas exactement quel est ce marché, en fait, le marché financier, comment y accéder, comment pouvoir bénéficier des prêts qui sont là. Donc il y a un problème d'asymétrie d'information qui se perd entre l'agriculteur qui veut venir demander des prêts et le banquier qui veut prêter. Parce que pour le banquier, il considère que l'agriculture, c'est un secteur très très risqué et qu'on ne peut pas prêter à ce secteur-là. Alors que non, les études démontrent effectivement que ce n'est pas un secteur qui est plus risqué que le secteur de la restauration ou du commerce, etc., où les banques prêtent le plus. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de sensibilisation. Le président l'a d'ailleurs noté dans son discours. Il faut sensibiliser en fait et les acteurs qui permettent de financer et l'administration sur les différents pans de nos secteurs d'activité. Comment faire pour en faire des secteurs qui ont des aspects d'entraînement pour le reste de l'économie. Ça, c'est très important. Maintenant, pour revenir un peu à ce qui a été dit par rapport aux sanctions, etc., ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai qu'il faut qu'il y ait sanctions, effectivement. Mais pour sanctionner, déjà, il faut que les gens aient la connaissance des normes et des lois qui régissent leur pays. Pour être sûr que ce que je fais là, je le fais bien.
Pour sanctionner, là je reviens, mon collègue qui est à ma gauche, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient la connaissance de leur métier. Pourquoi ils ont été recrutés, pour faire quelle mission? Parce que si je sais que j'ai été recruté pour faire telle mission, quand je fais mal, je suis sanctionné. Vous avez l'impression que les Congolais souvent, on a l'impression ne maîtrisent pas réellement voilà. Souvent, on a l'impression leurs obligations. Voilà. Souvent, on a l'impression que ce soit ceux qui sont dans l'administration, souvent l'administration, parce que c'est là où ça pose vraiment un grand problème, n'ont pas la maîtrise en fait de leurs tâches au quotidien. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire effectivement là? Là, c'est pour ça qu'on ne respecte pas les normes, où on a l'impression qu'il y a des frustrations qui se perdent. Je vous donne un exemple. Quand vous mettez au monde ici au Congo, vous allez demander juste votre acte de naissance à la mairie. Mais c'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant. Et vous voyez à côté une personne qui va, entre guillemets, prendre quelqu'un par la main. On comprend ce qui se passe par la prise à la main, donc des questions de corruption. Très vite, on lui sort le document. Mais c'est des frustrations. Que faites-vous de cette tranche de la population qui n'a pas peut-être les ressources pour pouvoir faire cet acte-là? Donc du coup, on arrive à avoir des Congolais à deux vitesses, ceux qui ont les moyens, qui peuvent se permettre de faire certaines choses, des comportements qu'on ne peut pas accepter, des questions d'éthique, de valeur, de morale, et ceux à côté qui ne peuvent pas aussi jurer de ces choses-là. On est au Congo, on sait à chaque fois qu'on voulait faire un acte, on vous dit il faut avoir un chapeau. Ça pose un problème. On n'est pas dans un pays où on doit avoir un chapeau pour faire tel acte, et même un acte administratif. Ça pose un réel problème. Professeur Ngalibay. Merci, madame. Je voudrais d'abord, avant d'intégrer ce débat sur... Le développement passe par un changement profond de nos mentalités. C'est ce qu'on semble lire le président de la République a fixé sa volonté de gouverner différemment, autrement et mieux à l'occasion de ce mandat. En tout cas, c'est tout ce que nous attendons, nous observons. Et il se donne l'agriculture, le développement de l'agriculture comme le principal instrument pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes que les citoyens posent en termes d'alimentation, en termes d'accès à l'emploi, etc. Je voudrais quand même revenir sur le premier niveau pour dire que nous sommes dans un système où l'administration est tenue par le principe hiérarchique. Et par rapport à ça, le poisson pourrit toujours par la tête. S'il pourrit par la tête, si on veut préserver la tête du poisson, c'est que déjà on avait raté l'occasion où on devait remettre de l'ordre dans ce pays. C'était pendant la période de transition, après la guerre du 5 juin, où la responsabilité n'était pas disséminée comme aujourd'hui. Tout dépendait du chef d'État. C'est le moment où il aurait pu donner l'impulsion qu'il fallait en veillant sur l'application, avec naturellement le volet sanctions. Quand l'affaire est un peu complexe comme ça, il ne faut pas diluer l'analyse. Il faut centrer l'analyse. L'analyse, c'est que il y a un président, la preuve c'est qu'il n'y a que le chef de l'État qui a fait le discours d'intronisation, le discours d'orientation, qui donne les axes, qui fixe les repères d'action. Et donc, on ne devrait pas diluer la responsabilité à tous les Congolais. Tous les Congolais veulent voir comment le poisson se manifeste par l'exemplarité dans l'action. Il y a des sanctions qui sont prises, mais souvent c'est des sanctions qui concernent les innocents. C'est-à-dire qu'on ne sanctionne pas véritablement ceux qui commettent. Ceux qui commettent sont généralement hauts, ce sont les gros poissons, mais qui sont dans la nature. On prend quelques frétins pour donner l'impression qu'on sanctionne quand même. Donc, comme c'est une nouvelle étape, alors je pense que par rapport à la question de l'agriculture, la question du droit, les ressources humaines sont formées. Il reste que... Professeur Ngalibay, oui, madame. Vous semblez dédouaner, en tout cas, l'ensemble de la population. Non, je ne dédouane pas. Oui, parce que vous semblez mettre un accent, en tout cas, sur la tête. Non, du tout, madame. Je ne dédouane pas. Oui. Je voudrais situer la responsabilité centrale. C'est-à-dire, dans une affaire comme ça, il y a ce qu'on appelle l'essentiel. Et il y a l'accessoire. C'est nous qui recevons les ordres du chef de l'État. C'est lui qui sait ce qu'il veut. Pour obtenir ce qu'il veut, il sait avec quelles équipes il veut obtenir ce résultat, avec quels instruments il veut obtenir ce résultat. Mais si les équipes fonctionnent de façon à ne pas lui permettre d'obtenir ces résultats, il les maintient en fonction, à ce moment-là, c'est lui le premier responsable. Et le citoyen lambda n'est pour rien. C'est juste la centralisation de la responsabilité que je voudrais faire. C'est votre façon de voir les choses. Une fois... Vous voulez réagir à ce stade déjà? Nous avons parlé du management public, de l'éthique. Vous réagissez à ce qu'il dit? Nous avons parlé de l'éthique. Et nous allons vous redonner la parole. Au cœur du management public. Docteur là, nous n'avions pas voulu responsabiliser les citoyens lambda. Mais après, qui est citoyen lambda, qui ne l'est pas? C'est aussi la question que nous devrions nous poser. Il nous faut deux fois donner la possibilité à tous les Congolais d'exprimer aussi leurs compétences. Là-dessus, vous savez, il y a des gens qui viennent
qui peuvent être mises à contribution, mais qui brillent par l'incompétence aussi. Tout à fait, vous avez de ce point de vue raison, mais l'importance pour nous, c'est de se trouver des Congolais compétents, dévoués, qui sont là, non pas pour se servir, mais plutôt pour servir l'intérêt général. Très bien. Rapidement, je vais redonner la parole en fait, il y a un point de gouvernance parlementaire qui se pose. À un moment donné, les députés donnent l'impression que ce sont les députés du gouvernement et non les représentants du peuple. Ils sont là. On n'a pas encore vu des vraies interpellations sur l'action publique. C'est-à-dire que vous avez l'impression que les députés, à chaque fois qu'ils viennent, il y a des sessions parlementaires, c'est comme s'ils étaient complaisants envers le gouvernement. Étant donné, ils ont l'immunité, puisqu'en votant les députés, nous leur donnons l'immunité pour se préserver contre les attaques venant par exemple du gouvernement. Mais ils ne font pas leur rôle, puisque tout ce que nous parlons en termes de gouvernance, ce n'est pas au président de venir interpeller le gouvernement. C'est son gouvernement, c'est le président qui met ce gouvernement en place. Mais nous avons le Parlement qui est là pour veiller aux intérêts du peuple. Mais si les parlementaires... Pour jouer l'action de contrôle si le gouvernement de l'exécutif n'est pas contrôlé par le Parlement, à ce moment-là, on reviendra tous les jours redire les mêmes choses, que ce soit sur la gouvernance, que ce soit sur les lois qui ne sont pas appliquées. Les mêmes choses reviendront en permanence dans la République. Donc il faut revoir notre programme de gouvernance parlementaire. Revoir la gouvernance parlementaire, c'était en réaction justement à cette prise de parole du professeur Ngalebay. On va vous laisser continuer avant d'aller à un autre extrait et puis par la suite clore notre débat. Madame, moi j'ai le métier, dans mon métier je travaille sur 3 axes, le vrai, le bien et le beau. Je ne m'en écarte pas. Après il y a un impact social à ça. Nous sommes là vraiment à un moment stratégiquement, je dirais même grave. Le chef de l'État a une longue expérience des affaires, c'est un atout pour nous. Vous avez suivi le débat pendant la campagne électorale, de toutes parts, les gars du pouvoir, les gars de l'opposition, vous avez suivi les citoyens parler tout à l'heure. Si on raisonne logiquement par l'absurde, on prend les choses par le bas. 1, le président a une expérience. 2, tel que les Congolais parlent, c'est le témoignage de la crise de confiance entre les autorités et les citoyens. On n'a même pas le temps d'aller dans les détails. À partir de ce moment-là, si tout était si bon, le président n'aurait plus à relever ce qu'il relève dans le discours d'intronisation. L'avoir relevé signifie qu'il est lui-même conscient que ça ne va pas. Mais comme c'est un responsable, le magistrat suprême, il doit contenir la situation. Maintenant, là, on est à une frontière où, de la façon dont il mettra les équipes de travail en œuvre, dépendra cet élément-là. La détente va avoir lieu dans l'opinion pour dire, tiens, ça semble bien démarrer. C'est pour ça que nous insistons sur les ressources humaines. Il n'en manque pas. On n'est plus en 1960 où on pouvait, dans un secteur, il fallait aller longtemps pour trouver quelqu'un. Il y en a. En même temps, vous avez dit tout à l'heure qu'on a promis des cadres après qui se sont mal comportés. Au milieu, et c'est la question d'aujourd'hui, sous quels critères sélectionne-t-on les cadres à responsabiliser? C'est ça le problème. Il faut faire un profil avant et chercher au moyen du profil, par secteur. Je suis à l'université, je suis en économie, on dit, bon, nous voulons un économiste qui réponde à l'aveugle. On cherche sous ces critères-là, on trouve. La sécurité d'État n'a plus de travail à faire pour dire, oui, cela on a vu que techniquement c'est bon, la moralité pose tel problème. Après, on teste sur une liste d'attente, on teste là le jour où ça ne marche pas, on descend sur la deuxième proposition. Donc, c'est le moment vraiment du management stratégique qui met l'éthique en valeur, parce que l'éthique, c'est le fondement du droit. L'éthique aussi, c'est la finalité du droit. Le droit intervient au milieu comme le règlement de conflits. Il faut qu'on ait identifié les vrais problèmes. Si on ne règle pas ces questions stratégiques, on aura les moyens financiers que l'on pourra avoir, on va retomber dans le déjà connu. Vous avez dit que le président est revenu justement sur ces nombreux défis, parce que certainement ça ne va pas. Mais écoutez, ça n'ira pas non plus en 5 ans seulement, pour dire que la marche vers le développement, sinon le développement, c'est tout un processus. On définit le développement comme le processus dosé par lequel un pays, 1, identifie ses problèmes, et 2, construit progressivement les moyens pour y répondre. Et de ce point de vue, c'est pérenne, c'est un travail de chaque instant, mais il faut donner une impulsion qui montre qu'on est sur la bonne voie. Le reste, c'est l'encadrement que l'on fera du processus. Déjà, nous n'arrivons pas à gérer nos petits foyers.
comment rêver qu'on soit extraordinaire, même à la tête d'un ministère? Il faut être modeste là aussi. Les critiques qu'on fait, c'est par amour. C'est parce qu'on sait qu'on a les moyens de réussir. Il suffit de pointer là où ça ne va pas pour que ceux qui sont responsables fassent attention à cela et cette surveillance mutuelle pousse vers le résultat. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors, avant de poursuivre notre débat, nous vous proposons cet autre extrait du président de la République. C'est un reportage de Célestin Okano-Yirika. Après son serment qui du reste est l'attachement de la vérité de son affirmation, de la sincérité de sa promesse, notamment en prenant la nation et le peuple congolais à témoin, après avoir juré de remplir strictement les fonctions dont il a désormais la charge, le président de la République a fait son grand oral au cours duquel Denis Sassou Nguesso a rafraîchi la mémoire de tous sur les avancées de la démocratie de 2002 à ce jour. Au regard du plébiscite des Congolais qui l'honorent, le président s'engage à mettre tout en œuvre pour répondre aux attentes de ses concitoyens et à leurs exigences. Même si la crise économique aggravée par la pandémie de Covid-19 bouleverse les équilibres macroéconomiques du pays, Denis Sassou Nguesso rassure les Congolais car, dit-il, le travail ne peut pas s'arrêter. Toutefois, le chef de l'État a également rendu hommage au candidat Guy Brice Parfait Kolela. En cet instant, vous me permettrez d'avoir une pensée particulière pour notre compatriote, le candidat Guy Brice Parfait Kolela, emporté dans la dernière ligne droite par cet ennemi invisible contre lequel se bat en ce moment même l'ensemble de l'humanité. Poursuivant son propos, le président de la République a indiqué qu'une fois le retour à la vie normale garanti, la jeunesse sera placée au premier rang de ses priorités. Je m'emploierai à consolider, pendant le mandat qui s'ouvre, un état de droit engagé sur la voie de la prospérité. J'ai toujours été et je serai le président de tous les Congolais, sans exclusive, en particulier celui de notre jeunesse. Cette jeunesse créative et vibrante est à la fois notre force vitale et notre espoir. La jeunesse, oui, elle figurait déjà au cœur de mes préoccupations quand, il y a 5 ans, je lançais notre marche vers le développement. Une longue marche entravée par les vents contraires de la crise économique, consécutive à la chute du prix des matières premières, notamment des cours du baril de pétrole, puis de la crise sanitaire qui frappe le monde depuis plus d'une année. Un double choc exogène qui a mis à mal nos équilibres économiques et sociaux, mais dont j'ai la fierté de dire qu'il ne nous a pas terrassés, même s'il nous a fait vaciller. Avec lucidité, nous en avons tiré les leçons. Ce sont ces leçons fruits d'une réflexion commune qui ont servi de matrice au projet de société que j'ai présenté au peuple congolais intitulé « Ensemble, poursuivons la marche ». Le nouveau pacte social que Denis Sassou Nguesso propose de poursuivre ensemble s'articule en 9 axes structurés en 3 pôles de gouvernance, à savoir la gouvernance institutionnelle et systémique, la gouvernance économique et financière attractive et la gouvernance sociale et solidaire. Docteur Obunga. Oui, merci Madame Itoua. Le président parle de la promotion de la démocratie, mais il faut dire que la démocratie, en réalité, ne peut être construite que par les démocrates, c'est-à-dire des citoyens informés de leurs droits et devoirs, capables d'opérer des choix responsables et qui sont prêts à demander des comptes aux gouvernants.
le professeur Ngalebay a parlé du profil de cadre. Moi, je voudrais parler du prototype de citoyen que nous voulons pour ce pays. Parce que le cadre est tiré du citoyen en réalité. Bon, aujourd'hui, nous avons l'impression que nous sommes en crise de modèle. Pour ceux de ma génération, beaucoup sont tentés de croire que la réussite, ce n'est qu'en politique. Ce qui est faux. Vous êtes journaliste, madame, vous faites bien votre travail. J'ai beaucoup d'admiration pour vous. Mais il faut aussi casser cela. Dire aux Congolais que le citoyen que nous sommes, chacun à son niveau, chacun dans le domaine qui est le sien, peut contribuer efficacement à la construction du pays. Donc, à mon avis, c'est un élément essentiel. Et quand j'interpelle mes concitoyens, ce n'est pas dans le but de dédouaner les gouvernements, parce que je considère que nous sommes tous en société et que nous devrions tous avoir conscience de ce que, à l'unanimité, puisque aujourd'hui la démocratie, c'est un consensus. On ne peut plus parler de la démocratie en termes de majorité-opposition. Oui, cela reste vrai, mais on parle de plus en plus en termes d'implication de tous. Il nous faut donc tous nous impliquer dans l'édification de la démocratie en notre pays. Monsieur Jess Nguye. Sinon, le docteur Obunga a bien parlé sur la démocratie. Je parlerai beaucoup plus sur le volet jeune. Aujourd'hui, les jeunes sont en attente des formations et de l'emploi. Il faut qu'on arrive à faire un plan qui consiste à avoir de la maîtrise de nos ressources humaines jeunes. Jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. De mon expérience, on a eu à mettre en place, par exemple, au sein de la Fondation Perspective d'Avenir, un programme de bourse qui a tenu compte des besoins du Congo en termes de main-d'œuvre, en termes de techniciens et d'ingénieurs, des managers et autres. Nous invitons également aussi que pour les jeunes, qu'il y ait un tel programme qui tient d'abord compte de nos besoins, d'identifier les écoles ou les centres de formation qui peuvent accueillir les jeunes, de les former pour les déverser sur le marché de l'emploi. Et ceux qui ont des aptitudes d'entreprendre, de les encourager à entreprendre. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est un parcours du combattant. C'est pas, pour avoir expérimenté et géré une petite entreprise ici, quand tu es jeune, tu es quasiment voué à l'échec. Parce qu'il n'y a aucune structure réellement qui vous accompagne pour faire émerger, par exemple, la petite entreprise. Bien que nous avons la DGPME, avec le nouveau DG qui essaie d'impulser, mais ce n'est pas toujours suffisant à son niveau. Il faut qu'il y ait plus de structures qui accompagnent les jeunes à entreprendre. Vous semblez toujours, Monsieur Jess, c'est normal, vous êtes jeune, hein, vous semblez toujours faire l'avocat du diable. Vous prenez la défense des jeunes, on doit faire ceci pour des jeunes, les jeunes ont besoin de ceci. Mais tout à l'heure, le docteur Obunga a parlé de l'implication de tous, justement, dans ce processus de développement, du prototype du citoyen. Oui, est-ce que cela ne vous amène pas aussi à vous interroger bien sûr, sur cette jeunesse? Bien sûr, nous avons besoin d'un prototype. Qui est beaucoup exigeante, mais lorsqu'on évalue aussi la contrepartie, elle n'est pas toujours à la hauteur des attentes. Le prototype, il est connu. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui peuvent parler deux langues, des jeunes qui sont formés, pas forcément en éducation supérieure, même au métier. Nous voulons des jeunes qui peuvent absorber les nouvelles technologies, qui sont à l'aise avec les nouvelles technologies. Nous avons besoin des jeunes qui ont l'ouverture sur le monde, qui ont une culture, qui regardent un peu ce que les autres jeunes font dans le monde pour appliquer aussi chez nous. Nous avons besoin des jeunes qui peuvent innover et créer chacun dans son domaine. Et nous voulons des jeunes qui ont de l'éthique, qui ont des valeurs à défendre. Les valeurs sont la bonne gouvernance déjà, le respect de l'autre, le respect du patrimoine public. C'est le prototype du jeune que nous pouvons... Le sens de l'entrepreneuriat. Le sens de l'entrepreneuriat, tout ça. Pas que les politiques. Pas que les politiques. Il y a trop de jeunes, malheureusement, en politique de nos jours. Il y en a trop. On a l'impression que pour réussir, désormais, il faut s'impliquer en politique. Tandis que nous avons des jeunes qui émergent dans le secteur privé. Il y en a. On a des modèles. Il y a des jeunes qui émergent dans les entreprises, que ce soit privées, que ce soit publiques. Nous avons même des jeunes Congolais qui sont à l'étranger, qui sont brillants dans leur domaine. Donc nous voulons plus de jeunes qui peuvent venir contribuer à améliorer les résultats du secteur public. Alors, nous sommes presque à la fin. Docteur Obunga, et nous allons donner la parole. Oui, je voulais compléter mon frère à côté pour dire que la jeunesse congolaise n'attend qu'à être formée
pour travailler. Aussi, Madame, mon collègue de la faculté de sciences économiques a souligné le fait que l'information ne soit pas assez fluide. Aujourd'hui, du point de vue des règles, il faut dire qu'il y a beaucoup de mesures incitatives à l'entrepreneuriat, mais très peu des jeunes s'y intéressent. Bon, le président a mis en place le FIGA. Il y a l'agence de planification, de promotion, de développement des zones économiques spéciales. Mais il faut partir, moi je pense, je vous citer, il faut partir de la lettre à la pratique. Nous sommes au moment où le citoyen congolais, le jeune congolais, attend beaucoup plus de la parole que de la concrétisation. De la parole que de la concrétisation. Alors, docteur Akila Ngongo, vous êtes femme, et jusque-là on parle des jeunes au centre justement de l'action du président de la République, mais je sais très bien que le président compte également sur les femmes, des femmes qui sont des bras valides dans notre pays et qui sont très actives. Justement, on les voit partout au marché, dans le secteur informel, pour relancer notre économie. Oui, effectivement, Madame Itoua, la femme, c'est vrai qu'elle a un rôle prépondérant en fait, par rapport au projet du chef de l'État. Mais seulement, ce que j'ai constaté, c'est que dans son discours, on n'a pas parlé de la femme. Pas assez de la femme. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. C'est juste l'affaire de chacune et chacun, ce que j'ai lu dans le discours. Mais déjà, quand il y a chacune, oui, mais ça veut dire que nous existons parce quand même. Parce qu'en fait, toutes les questions que nous abordons aujourd'hui, à savoir les questions de comportement, d'éthique, etc., n'oublions pas que c'est la femme qui éduque. Donc c'est elle qu'il faut éduquer justement, c'est elle qui va apprendre l'éthique, c'est elle qui va apprendre les valeurs pour qu'elle puisse à son tour les inculquer à ses enfants. Pour avoir des citoyens modèles, il faut avoir des femmes modèles. Si nous, en tant qu'État, on met de côté une tranche importante de la population, comment pouvons-nous aller à la bataille économique sans cette tranche de la population ? Il faut prendre en compte cette tranche de la population. Quand on regarde les projets qui sont faits au niveau national, je pense que le cas des marchés, mais ces marchés, quand on les voit, ça n'a pas été fait avec les femmes. Parce que nous, les femmes, quand on va au marché, on ne va pas prendre un panier lourd et monter les étages pour acheter quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris en compte les spécificités même de la femme pour mettre en place des projets. Quand on fait en place des projets, effectivement, il faut qu'il y ait des projets qui soient vraiment des projets entraînants pour l'économie. Mais quand on met en place des projets, il faut prendre en compte toutes les couches de la société par rapport à des projets qui sont des projets à but national. On ne peut pas faire des projets en mettant des couches de la population de côté et ne pas écouter nos fils que leur point de vue. Parce que le point de vue de chacun est très important pour développer un pays. C'est ça ce qu'on entend. La jeunesse a son point de vue à donner. C'est vrai, les personnes âgées aussi ont leur point de vue à donner parce que chacun a ses sensibilités par rapport à ce développement du pays qu'on doit faire. Même si c'est vrai que la tranche la plus importante de la population, si on regarde par rapport à la jeunesse, la plus nombreuse. C'est vrai. Mais les femmes, qu'elles soient jeunes, plus âgées, c'est quand même 52% de la population congolaise. Et donc on ne doit pas la laisser de côté. Voilà, on ne doit pas laisser les femmes de côté. Je ne pense pas que les femmes sont laissées de côté. Jeunesse, il y a également une jeunesse féminine. Ah oui, il y a une jeunesse féminine, mais voilà. Et la femme a un grand rôle à jouer justement dans ce processus de développement. Alors, professeur Ngalebaye, oui, pour terminer, j'aimerais donc avec vous marteler sur cette question d'éthique, parce que tous ces défis, finalement, qui se présentent au chef de l'État et toutes ces attentes de la population ont besoin d'être tenus, mais dans un environnement assaini. Voilà. Donc, comment procéder pour relancer notre économie dans un environnement chaotique qui est le nôtre, marqué par la crise économique, la crise sanitaire, beaucoup d'incertitudes. On parle souvent de l'amélioration du climat des affaires, diversification de l'économie, mécanisation de l'agriculture. On n'en dira jamais assez. Mais comment faire pour réussir tous ces challenges durant le mandat en cours du président de la République? Merci, madame. La première chose à faire pour réussir, c'est d'abord de vouloir réussir. Et de ce point de vue, moi je pense, je suis très âgé, né en 1968, j'étais pionnier quand Sassou I était au pouvoir. Je vous assure, quand je compare ce qui se passe maintenant avec ce qui se passait en notre temps, je dis que l'avenir de ce pays est dans le passé. Je voudrais... L'avenir de ce pays est dans le passé. C'est-à-dire les modèles auxquels on peut se référer sont dans le passé. Il suffit de les évaluer, de les actualiser. Si j'ai une suggestion à faire, c'est de souhaiter qu'un soir, parce que j'espère qu'on ne perd pas de vue l'objectif de ce débat. Non. Le chef d'État a été réélu.
il a fait son discours d'intronisation, il s'apprête à composer les équipes qui vont l'aider à le mettre en œuvre. Il faut que par notre débat, d'une certaine façon, que nous puissions contribuer à cela. Et c'est de ce point de vue que j'interviens. Qu'il se donne une nuit pour dire, bon, quel était l'esprit de Sassou 1 ? Qu'il se ressouvienne de cet esprit-là, ça va être bien pour le pays. Donc la première ressource, c'est de vouloir réussir. La deuxième, c'est de restaurer l'autorité de l'État. Vous voyez, des questions transversales comme celle d'accès à l'emploi, le désordre qui règne dans le pays aujourd'hui, le phénomène Koulouna. Imaginez qu'un jour, le chef de l'État appelle le ministre et dit « Monsieur le ministre, je vous donne un mois. Si au bout d'un mois, ce phénomène n'a pas pris fin, vous êtes viré. » Le ministre va faire la même chose. Je vous assure que ça va s'arrêter. Donc, vouloir réussir, restaurer l'autorité de l'État, et puis maintenant venir sur le travail pratique. Pour le travail pratique, des valeurs, oui, c'est entendu puisqu'il y a un État. Nous ne sommes pas dans une situation d'absence de l'État. Il y a les normes, il y a les institutions. C'est juste l'esprit qui permet de permettre à ces institutions de fonctionner par rapport aux objectifs qui sont fixés par le chef. Donc une fois qu'on a ça, je vous en prie, alors il y a l'agriculture, il y a les projets, il y a les différentes corporations sociales. Les jeunes représentent 70% de la population. À l'intérieur, naturellement, les femmes occupent 52%. L'histoire a montré que l'État, aujourd'hui, n'a plus la possibilité, n'a plus assez de marge de manœuvre pour financer le développement. Il faut donc aujourd'hui recourir au partenariat public et privé. C'est un modèle qui va permettre, si la loi est votée, si le cadre institutionnel est mis en place, si le cadre technique d'appui est mis en place, ça va permettre, au pays d'impliquer les particuliers, les privés nationaux et internationaux pour financer les infrastructures. Et deuxièmement, ça va désendetter l'État et ça va garantir l'exploitation rentable et pérenne de ces ouvrages-là. Mais à condition qu'il y ait la garantie morale, la garantie éthique que les engagements qui seront pris dans le cadre des institutions seront respectés. Donc il faut toujours un œil qui veille. À tout moment qu'on sache que là, il y a dysfonctionnement. Vous voyez... On va terminer bientôt. Je vous en prie. Quand les ministres, les DG, ils quittent leur maison en voiture, ils vont au bureau en voiture, ils reprennent leur voiture pour revenir à la maison. Au milieu, ils n'ont rencontré aucun citoyen. Ils ne rencontrent chaque jour que les mêmes qui finalement viennent raconter des histoires pour garantir leur séjour. Or, au quotidien, si les responsables faisaient ça, dès qu'il y a un problème, bon, c'est quoi là-bas? Causer, bon, qu'est-ce que vous proposez? Puisque du côté citoyen, on aime beaucoup revendiquer. Ok, il y a tel problème. Faites-moi une proposition écrite. Vous les mettez devant leurs responsabilités. Je pense que ça va atténuer les ardeurs. Ils peuvent même arriver à une situation où ils n'arrivent pas à faire des propositions. Donc, ils comprennent que finalement, c'est difficile. À ce moment-là, demain, on dit oui, monsieur le ministre, c'est vrai, on a tel problème, mais il n'y aura plus l'ardeur qu'on avait tout au départ. Bref, donc la situation est installée là. Le président a parlé. Nous avons relevé les choses. C'est que la promotion ne se fait pas au mérite. C'est la médiocratie. À la tête des institutions, dès qu'on met les médiocres, vous n'attendrez aucun résultat. Le fait de responsabiliser les médiocres à la tête des structures, vous découragez les valeurs qui sont là. Celui qui est médiocre, il va vouloir régner par la force. Il dit, le chef, c'est moi. Si vous êtes chef, vous n'avez pas besoin de le dire. Faites ce qu'un chef doit faire. C'est quand l'État sera juste que les citoyens vont se reconnaître en lui. À ce moment-là, le patriotisme va naître. Le patriotisme ne naît pas parce que les autorités ne sont pas exemplaires et donc le peuple ne peut pas suivre. Si je ne dis pas ça, je sors de mon métier de philosophe. Très bien, c'est compris. Alors, nous sommes à la fin. Merci beaucoup d'être venus participer à ce débat. Ensemble, nous avons jeté un regard croisé sur le discours inaugural du président de la République. Et donc, pour cela, nous avons échangé avec le professeur Didier Ngalébay. Il est enseignant-chercheur de philosophie à l'université Marien Ngouabi. Nous étions avec le docteur Olga Akilangongo, maître assistant à l'université Marien Ngouabi, enseignant-chercheur en économie à la faculté des sciences économiques. Nous étions avec docteur Wildan Legrand Obunga. Il est enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'université Marien Ngouabi. Et puis nous étions avec M. Jess Nguye, spécialiste en management des projets, conseiller d'orientation scolaire et professionnelle à la Fondation Perspective d'Avenir. Merci encore d'être venu nous enrichir avec vos réflexions. Nous remercions nos téléspectateurs et nous vous retrouvons à une autre occasion.
Au revoir.